On va commencer, ça va faire venir le monde, je pense. Je crois que le thème était suffisamment explicite. L'idée, c'est de vous présenter une démarche qui nous a amené à Saint-Brieuc à travailler sur ce qu'on appelle un plan guide. Donc, mon rôle en tant qu'adjoint à l'urbanisme, je suis adjoint à l'urbanisme à l'habitat depuis 2014 sur Saint-Brieuc. Ça va être en quelques mots, avant de passer la parole à Éric Chervet, vous expliquer un petit peu quel était le processus de gestation, qui est un processus de co-construction, enfin bref, je vais expliquer, qui nous a amené, à vrai dire aujourd'hui, à vous présenter ce plan guide. Voilà. Donc c'est en tout premier lieu, mais comme toujours, il y a un moment fondateur. Le moment fondateur, c'est 2014, quand le candidat Bruno Joncourt se présente et un des thèmes de sa politique, qui n'étonnera personne, c'est redynamisation du centre-ville, puisque je ne l'ai pas précisé, mais Saint-Brieuc est une ville-centre du département, à peu près 46 000, 47 000 habitants, qui souffre tous les maux connus et non connus propres aux villes-centres. Donc, je ne vais pas détailler, vous connaissez. Et donc, lorsqu'on parle de redynamisation du centre-ville, évidemment, ça pouvait avoir du sens en 2014, lorsqu'on se présentait une élection. Donc, élu à cette époque-là, et lorsque on se met d'accord sur tous les deux sur une façon d'appréhender la redynamisation du centre-ville, c'est se dire, si on veut redynamiser le centre-ville, il faut rendre la ville désirable. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Et donc, pour rendre la ville désirable, ça passe évidemment par une requalification de l'espace public. Enfin, c'est un des champs de travail, mais ça doit passer aussi par une requalification du centre de l'espace public. Et donc, je vais proposer de définir un schéma d'aménagement urbain au niveau de l'agglo, qui, en quelques mots, c'est d'avoir 4 fondamentaux, des lignes fortes qui nous permettent de fabriquer la ville à horizon 10 ans, et d'être un peu un guide pour tous les opérateurs, voire les futurs élus, puisque peut-être qu'en 2020 l'équipe changera, etc. Mais d'avoir un repère durable qui permette de fabriquer la ville avec cohérence et non pas au coup par coup. Donc c'est un ensemble de valeurs, c'est des ambitions. Ces quelques esquisses qui définissaient en gros un schéma d'orientation, Iris y reviendra sur... vous avez une gare à Saint-Brieuc, la mer est éloignée de 3 km, donc c'est comment raccrocher le littoral à la ville, au cœur de ville, etc. Enfin, c'est des idées comme ça, qui émaillent ce plan stratégique. L'idée, c'était de dire, on fait... ce qui va porter le développement, c'est un esthétique souhaitable, c'est-à-dire on est exigeant sur la qualité des projets, aussi bien en qualité urbaine et en aménagement public, mais aussi en architecture, auprès des opérateurs. Évidemment, à notre époque, mais pas que, économiquement raisonnable. Ça parle à tout le monde, donc je ne vais pas détailler. Et puis, ce qui nous semblait important, c'est on travaille sur un patrimoine public, donc socialement justifiable, c'est-à-dire on fait de l'urbanisme, on fabrique la ville pour la population et pour le bien-être et la qualité de vie. La seconde étape de ce plan stratégique, qui a duré une réflexion 1 an et demi, c'était de le rendre lisible. Donc on a organisé des travaux de concertation, de participation avec la population. Et en même temps, on a fait différents modèles. Je me souviens d'un modèle où on avait mis en place un container au centre-ville, et les services et les élus, enfin généralement moi, puisque c'était de ma délégation, on allait rencontrer la population, ou plutôt la population venait nous rencontrer, et on engageait un dialogue sur la base d'une exposition de nos travaux. Deuxième élément qui a déclenché ce processus, puisque évidemment tout est interconnecté, c'est un concours que vous devez connaître, c'est le concours Europan. Concours Europan qui était le thème, c'était la ville adaptable.
Et quand vous êtes adjoint à l'urbanisme, que vous débarquez un peu, vous avez besoin de vous saisir d'événements comme ça pour créer une émulation. Et on était assez surpris puisque lorsque le concours Europan a été, la publicité en a été faite, il y a 50 villes qui ont été éligibles en Europe et on a eu 39, je crois, cabinets et bureaux d'études d'archi, paysagistes, urbanistes, etc., vous connaissez, qui ont souhaité, qu'on pris comme objet de travail la ville de Saint-Brieuc pour répondre au concours Europan. Et c'était quelque chose c'était une expérience qui était vraiment très intéressante à Saint-Brieuc, puisque c'était en gros tous les jeunes créateurs qui sont venus, puisque la moyenne d'âge c'est autour de, on va dire 18 ans, entre 18 et 30, on va dire plutôt, ils font très jeunes, donc plutôt 25-30, et tous nous ont dit, vous avez un territoire qui est absolument extraordinaire, et ils nous ont reparlé de notre littoral, et je vous disais il y a quelques minutes que le littoral de Saint-Brieuc était à 1 kilomètre de la ville, et la ville petit à petit avait tourné le dos à la mer, et se développer à la fois dans une version rurale, une version sans trop savoir comment se positionner, quoi. Bon, la ville est construite sur 3 vallées. C'est vraiment une topographie qui est très particulière. C'était perçu comme quelque chose de véritablement un vrai problème, ces 3 vallées, de contraignant. Et au fur et à mesure, ces lieux-là et cette richesse naturelle a plus ou moins été sacrifiée. Et les bureaux d'études et ces jeunes créateurs nous ont dit mais vous avez une chance extraordinaire. Et ça a provoqué quelque chose qui est étonnant. C'est un peu eu un effet cathartique, c'est-à-dire que d'un seul coup les Briochins, puisque des étrangers qui venaient dans la ville leur disaient que la ville était un endroit qui était absolument magnifique, se sont mis alors c'est pas que ça, je suis en train de romancer le truc, mais mine de rien, ça a déclenché quand même quelque chose. Se sont mis à être fiers un peu de leur ville et à dire, après tout, c'est beau l'endroit où on vit, quoi. Et on l'a ressenti dans les expos. Quand on présentait les images de Repan, ça a déclenché tout de suite des discussions et tout un tas d'histoires et de récits. Trois lauréats du concours Repan avaient travaillé sur Saint-Brieuc, donc c'était évidemment une chance pour eux, mais c'était en même temps une vraie chance pour nous en termes de promotion de la ville, et on avait pris une espèce d'engagement moral. On s'était dit l'appel d'offres qui va traiter de questions d'urbanisme, on fera appel à eux, on leur demandera s'ils le souhaitent de concourir, ce qu'on a fait, et donc Iris Chervé a été retenu, ce qui n'a étonné personne. Et donc c'est à elle l'appel à projet était sur quelque chose qui était plus minimaliste, mais en réalité ensuite l'idée c'était de travailler sur un aménagement du centre-ville. Donc pourquoi travailler sur le centre-ville? Évidemment c'est en lien avec la redynamisation du centre-ville, et ce qui nous semblait important, c'est de dire à partir du moment où on travaille sur le sol, sur les façades, à partir du moment où c'est pas qu'un coup de peinture, mais qu'il y a vraiment une démarche, eh bien petit à petit on va travailler sur un nouvel usage de la ville et on va apprendre aux gens à regarder leur ville différemment. Et du moins c'est le pari qu'on a fait. Et en travaillant sur cet espace, c'est aussi on le sait, une ville qui est faite sans schéma directeur, sans on crée des obstacles, on va créer tout un tas de choses qui sont complètement imparfaites et qui font que la ville n'est pas agréable. C'est des balafres accidentels un peu partout et la ville devient quelque chose qui est plutôt quelque chose d'hostile. Et la troisième commande, une des commandes qu'il y avait, c'était aussi dire, puisque c'est la ville-centre, et bien surtout à partir du moment où on travaille sur la ville-centre, faisons que cette ville-centre soit le centre de quelque chose, et ce quelque chose doit être le territoire. Puisqu'on le sait très bien, en réalité, les frontières ne sont aujourd'hui que des frontières purement administratives, la ville, l'agglomération, etc., mais que les habitants circulent d'une façon fluide ou pas fluide dans ces différents paysages. Et donc, c'était inscrire la ville dans son développement au sein de l'agglomération. Le plan guide, notre souhait, c'est que ça devienne d'une façon durable
le socle de référence lorsqu'on déclenche des appels à projets, que ça devienne la référence des maîtres d'œuvre. Tout simplement parce que si on veut que les sols deviennent aussi soient porteurs d'un récit, si on veut que les murs soient porteurs d'un récit, il faut évidemment que cette construction qui va se faire sur plusieurs années, eh bien, soit tenue avec énergie par les services et les élus. Donc l'objectif final, c'est une construction, une requalification qui doit provoquer un embellissement de la ville. On est rendu à une phase où là, le plan guide a été présenté à l'ensemble des élus de la ville. On a eu une première présentation publique dans le cadre de manifestations qui s'appellent les matinées de l'architecture à Saint-Brieuc. Et donc là, on passe à la phase opérationnelle et d'une façon parallèle, on ouvre une maison des projets sur Saint-Brieuc qui nous permettra de présenter l'ensemble des projets de la ville, puisqu'on travaille sur une charte des façades, on lance une AVAP, etc. C'est à la fois un lieu où on exposera la vision qu'on peut avoir de la ville, un lieu de débat et un lieu un peu critique et d'échange avec la population. Et sachant que c'est un lieu qui est en mutation, parce qui est amené aussi lui-même à disparaître dans 2 ans. Et donc c'était l'intérêt aussi, mais je crois qu'on le verra peut-être dans une des images. Donc je vous remercie de votre attention et je vais laisser la parole à Iris Chervet. Bonjour, donc Iris Chervet, architecte et paysagiste en charge du plan guide. Tout d'abord, je voulais vous représenter rapidement le site pour bien comprendre la situation géographique de Saint-Brieuc. Donc, le centre-ville se situe à ce niveau-là. On a la gare ici. Donc on est situé sur un plateau à 80 mètres d'altitude entre les 2 vallées du Gouette et du Guédic ici qui traversent la ville et qui sont des entités géographiques vraiment exceptionnelles à l'échelle de la ville. Le port est ici creusé dans les terres et donc difficilement accessible depuis le centre-ville puisqu'on a un coteau de 80 mètres assez à pic à franchir pour accéder au port. Donc ça faisait partie des enjeux soulevés au moment de Ropan. Quelle est la relation de ce centre-ville à la mer et à la fois à ses vallées et comment est-ce qu'on peut renouer la relation ville-paysage à Saint-Brieuc. Donc quelques images pour montrer cette relation-là. La vallée du Guédic avec le centre-ville en arrière-plan. Et puis le port avec le centre-ville qui est du coup plutôt de ce côté-là. Et la route nationale qui traverse le port en pont. Pourquoi le plan guide à ce moment-là à Saint-Brieuc ? L'objectif, c'était de faire la transition entre la stratégie urbaine qui avait été énoncée par la ville sur la relation terre-mer et la concrétisation des premiers chantiers à l'échelle du centre-ville. Donc comment est-ce qu'on peut faire redescendre les grands principes de cette stratégie jusqu'à l'échelle des espaces publics ? Donc au moment de l'Europan, on avait produit cette carte qui travaillait vraiment sur la qualité des vallées dans la ville et le retisser des liens entre le centre-ville et les vallées. Aujourd'hui, on se concentre sur le périmètre du centre-ville, mais toujours en gardant en tête l'idée de tous les espaces de connexion au grand paysage, les espaces de marge, de frange. Et on inclut vraiment dans la stratégie du plan guide l'idée de comment est-ce qu'on peut faire centre aussi par la périphérie et par le traitement de tous ces espaces de transition, tous ces espaces intermédiaires. Le plan guide, c'est aussi un outil méthodologique pour la ville. La commande qu'on nous a passée, c'était de concevoir une boîte à outils. Donc l'étude s'est déroulée en 4 phases. D'abord un diagnostic transversal présenté sous forme de 10 livrets thématiques. Ensuite une stratégie qui se décline à 3 échelles. Donc pour inclure aussi tous ces espaces naturels de vallées dans la stratégie à grande échelle et finir par une échelle vraiment plus sur des sites plus prioritaires dans le cœur historique. Ensuite, on a fait des préconisations, c'est-à-dire qu'on a décliné un référentiel, une sorte de charte paysagère par famille d'espaces publics. Ce qui était très important, selon nous, c'était d'identifier des espaces qui ont une cohérence spatiale entre eux, qui participent d'une identité commune, et de bien montrer qu'ils doivent être conçus, aménagés dans une logique partagée, et non pas de manière fragmentée, comme ça peut être le cas dans la gestion des espaces publics au quotidien. Donc voilà, 5 livrets sur 5 familles d'espaces publics et ensuite 3 livrets sur des projets pilotes donc qui sont vraiment les espaces prioritaires du centre-ville et qui devront être des projets exemplaires qui auront la capacité à activer un projet de transformation plus global à l'échelle de la ville dans son ensemble.
Donc j'ai l'ensemble de ces livrets ici, si vous voulez les consulter ou les feuilleter. Les périmètres de l'étude se déclinent à 3 échelles. Le plus grand périmètre, c'est, on va dire, le centre plateau, c'est-à-dire le centre géographique, qui est aussi le centre à l'échelle de l'agglomération. Le deuxième périmètre, c'est vraiment le périmètre du centre-ville, avec un certain nombre d'espaces publics qui sont les seuils du centre-ville, des places assez stratégiques où on sent tout d'un coup qu'on bascule dans un autre niveau de centralité. Et puis pour finir, le cœur historique autour de la cathédrale. Donc pour resituer, la gare se situe ici et le port là-bas. Quelques éléments rapidement issus du diagnostic. Tout d'abord, Saint-Brieuc, c'est une ville qui souffre d'une image de ville grise, alors qu'en réalité, c'est une ville qui a un patrimoine végétal exceptionnel et qui a une puissance géographique vraiment remarquable, notamment par la présence de ses vallées. On avait remarqué que, donc, à cause d'un certain processus de gestion au quotidien qui sont faits un peu au coup par coup, on a un patchwork de sol qui nuit à la lisibilité du centre-ville et à son unité. Donc, on a un centre qui est assez fragmenté, qui est peu lisible. En plus, on est sur un plateau qui est vallonné quand même, donc il y a une certaine topographie qui amène à une certaine perte de repères par moment dans les déplacements piétons du centre-ville. Et puis un phénomène d'accumulation d'objets, de signalétique, de mobilier qui participe de cette perte de lisibilité et de la perte de la cohérence de l'espace public. Bien sûr, le sujet de la voiture. Aujourd'hui, on est sur une ville qui est conçue pour le tout automobile, avec des places publiques majeures dans le centre historique qui sont entièrement dédiées à du stationnement et des gabarits de voies donc on est sur un centre-ville relativement étroit avec des gabarits de voies assez serrés et une voiture qui est prédominante dans l'espace public. On est aussi sur une ville de grande proximité à l'échelle du centre-ville, c'est-à-dire que sur un rayon de 500 mètres, on accède à l'ensemble du centre-ville. Là, on voit en couleur tous les rez-de-chaussée actifs, donc tout le centre commerçant. Et grosso modo, on est à 4 minutes à pied depuis la cathédrale jusqu'aux portes du centre-ville. Notre stratégie, elle se décline donc à plusieurs échelles. Le premier enjeu, c'est de s'appuyer sur la structure urbaine existante et de la révéler, puisqu'il y a une structure urbaine qui est déjà riche en termes de diversité d'espaces publics, mais qu'il s'agit de révéler et de clarifier pour vraiment la rendre lisible. Donc cette structure, elle est triple. Il y a une structure circulaire, concentrique, avec des boulevards imbriqués, qu'on va chercher à amplifier pour accompagner la transition depuis le cœur historique jusqu'aux franges du plateau. Donc montrer qu'il y a des degrés de centralité et qu'on va passer ces paliers et ressentir l'arrivée dans le centre par des espaces de transition. On a une structure radiale qui permet de renforcer les liaisons de proximité entre le centre-ville et les quartiers voisins, voire les communes voisines. Donc l'enjeu, c'est d'affirmer le centre de Saint-Brieuc comme centre d'agglomération. Donc le projet du centre-ville ne concerne pas que les habitants du centre-ville, mais bien l'ensemble de l'agglomération. Et puis une structure qui est très spécifique à Saint-Brieuc, qu'on a appelée une chaîne ou un enchaînement d'espaces ouverts. On est dans un tissu urbain pittoresque avec des espaces publics qui s'enchaînent, qu'on découvre au fur et à mesure des parcours. Et avec le parc des promenades ici, qui est vraiment l'articulation entre le centre-ville et la vallée du Gouédic. Et on propose de poursuivre ce système de porosité des parcours dans des macro-îlots qui sont situés à l'ouest de la ville. Et donc j'y reviendrai. L'idée, c'est de favoriser le caractère passant, fluide des parcours doux, des mobilités douces dans la ville. Et puis le plan guide du centre-ville, il s'insère d'ores et déjà dans une vision à plus long terme sur le développement des différentes centralités de Saint-Brieuc. Et on peut imaginer un développement autour de 3 centres, le centre-gare, le centre-ville et le centre-port, et vraiment affirmer cette liaison entre terre et mer. Donc nous, on travaille à l'échelle du centre-ville, mais d'ores et déjà en anticipant les liaisons avec les 2 autres centralités. Cette carte fait une synthèse de la stratégie à l'horizon 2030. On a identifié différentes familles d'espaces publics qu'on retrouve sur cette carte. En jaune, au centre, l'ensemble du plateau piéton, avec en pointillé des opportunités architecturales qui ont été repérées. En orange et rouge, on a ce qu'on appelait la ceinture du centre-ville ou le seuil,
qui est l'objet d'un projet de continuité en soi, et qui n'est plus un projet de limite, mais qui doit être perçu plutôt comme un projet d'épaisseur, de frange. Les systèmes de parcs que j'évoquais juste avant. En fait, ici, on a des très très grands îlots qui sont d'anciennes emprises religieuses, voire toujours des emprises religieuses, et qui n'ont aucune porosité, qui sont ceinturés par des murs de granit très hauts, qui laissent aucune porosité depuis la rue vers l'intérieur des îlots, alors que c'est des îlots qui accueillent des parcs vraiment remarquables à l'intérieur. Et puis ils ont été morcelés par des architectures un peu hétérogènes. Donc l'objectif, c'est de créer de la porosité dans ces îlots et de créer un système de parc qui va venir restructurer ces îlots un peu hétérogènes, créer une armature et à la fois rendre visible tout ce patrimoine végétal qui actuellement est privé. Ensuite, on retrouve bien sûr la présence très forte des vallées, avec en vert clair tous les sites en belvédère sur les vallées, qui avaient fait l'objet d'un travail au moment de l'Europan sur la perception visuelle des vallées et de la mer depuis ces sites, qui sont donc en belvédère sur les coteaux. Et puis les petites flèches noires, c'est toutes les entrées possibles dans ces vallées, donc tous les espaces tout l'accès aux promenades en plein cœur de ville. Donc cette stratégie, elle peut se décliner en 3 thèmes principaux. Comment passer de la ville segmentée à la ville unifiée? Vous avez en jaune les espaces publics piétons actuels. Donc on a des espaces assez restreints et plutôt morcelés. Et puis la vision projetée, où on a un plateau piéton vraiment étendu qui englobe les places principales du centre-ville et qui relie le parc des promenades au parc de la préfecture, les 2 parcs majeurs qui bordent le centre-ville. Donc ce plateau piéton, ça ne veut pas dire que c'est exclusif aux piétons ou aux vélos. La voiture peut passer, mais elle n'est pas prioritaire et elle est sur un plateau piétonnier et dans des parcours limités. Deuxième axe de la stratégie, comment passer de la ville grise à la ville paysage. Ça passe par plusieurs actions. Tout d'abord, requalifier les entrées aux vallées en traitant l'épaisseur, toutes les franges des vallées, toutes les berges des vallées. Le travail sur les plantations d'arbres d'alignement pour rendre lisibles les structures de boulevards circulaires, donc notamment ici le boulevard qui passe le long de la gare et puis la petite ceinture ici du centre-ville. Et le 3e chantier qui rejoint le prochain axe de la stratégie, c'est comment passer d'une ville cloisonnée à une ville ouverte, notamment avec ce travail sur la porosité des îlots, porosité physique ou juste visuelle, quand le passage du public n'est pas possible. Donc par un exemple ici, avant, après, avec un travail sur sur la suppression de la clôture et sur les sols. Donc une perception de l'espace qui est complètement transformée dans sa perception et dans ses usages. Ici, une photo qui montre un exemple à Saint-Brieuc de ces rues longées par des murs de granit. Donc ça accentue aussi la perception de la ville grise et puis le caractère un peu laborieux pour le piéton de faire ces longues rues un peu austères. Ici, un exemple à Lyon qui a été réalisé sur une emprise hospitalière. Quand ils ont aménagé le tramway, ils sont aussi intervenus sur les limites des îlots et ils ont remplacé les murs de pierre par des clôtures qui laisse passer le regard, et donc tout d'un coup la rue a un rapport direct au parc de l'hôpital. Ici, la carte qui synthétise les différentes familles d'espaces publics. Donc je vous ai parlé du plateau piéton, de la ceinture du centre-ville en orange. On a aussi identifié les rues radiales qui relient le centre-ville jusqu'au quartier périphérique et qui passent donc par plusieurs séquences. Donc c'est vraiment une manière d'entrer dans le centre-ville par différentes séquences. On a en violet le boulevard de Grand Contournement, qui est un boulevard très particulier parce qu'il est en balcon sur la vallée du Guédic et la vallée du Gouette de ce côté ici. Et ce sont des ouvrages de soutènement patrimoniaux réalisés par Louis Harel de Lanoë et donc qui sont classés et sur lesquels on va proposer des interventions. Et puis le secteur ici qui est un plateau plutôt résidentiel, donc là avec des interventions beaucoup plus légères. Donc je ne vais pas passer chaque famille en détail, mais juste montrer quelques photos, quelques images d'ambiance possibles ou de référence sur les espaces aux franges du centre-ville. Donc voici les boulevards suspendus au-dessus des vallées,
avec des ouvrages de soutènement qui aujourd'hui sont noyés dans la végétation. La vallée du Guédic ici et la mer qu'on distingue ou qu'on devine au fond. Un des enjeux sur ces vallées, c'est de les réinscrire dans les usages des habitants, dans les usages quotidiens. Aujourd'hui, c'est des espaces qui sont complètement délaissés, alors qu'il y a un siècle, c'était vraiment au cœur des habitudes. Les gens y allaient, il y avait du pâturage, les gens allaient laver leur linge, etc. Aujourd'hui, les gens n'y vont plus parce que c'est des espaces qui se sont complètement enfrichés, donc les gens ont un peu peur aussi d'y aller parce que quand on est au fond de la vallée, on n'est pas vu depuis la ville. Et donc au moment de le repas, on avait proposé un travail sur la perception visuelle de ces vallées et qui s'accompagne d'un travail assez simple en fait de défrichage pour les rendre plus visibles et plus accessibles. Et l'idée, c'était aussi de dire, il y a certaines villes qui se sont complètement transformées par un travail à l'échelle géographique, sur la reconquête d'une géographie. Souvent, c'est un fleuve, parce qu'on a un rapport à l'horizon, au ciel, et donc tout d'un coup à un espace, à une immensité. Et à Saint-Brieuc, on peut retranscrire cette puissance de transformation par la reconquête de ces vallées, en faisant un travail à la même manière qu'un fleuve, en faisant un travail sur les berges, sur à la fois la traversée, mais aussi le caractère linéaire de ces vallées qui conduisent du centre-ville jusqu'à la mer. Et donc on a proposé un principe de requalification de ces boulevards, avec ici les ouvrages de soutènement donc, qui sont un monument historique, et de le traiter comme le quai d'un fleuve, avec un quai haut et un quai bas, qui soit vraiment un espace de promenade au contact du coteau, et qui permettent de descendre dans la vallée. Et donc avec une optimisation de la chaussée qui permet d'avoir une vraie circulation douce. Donc quelques images de référence pour montrer que ce projet il peut se décliner à des degrés d'intervention très différents. Ça peut être des choses plus maîtrisées, des interventions très ponctuelles ou des aménagements vraiment très légers, juste pour observer le paysage. Sur la ceinture du centre-ville, l'enjeu c'est de faire ressentir la notion de seuil et d'avoir une identité végétale sur cette ceinture. Donc on a travaillé pour chaque famille sur un principe de comparaison avant-après. Donc le caractère routier, enfin en tout cas accessible à l'automobile est préservé sur cet espace puisque c'est un périmètre de contournement du centre-ville. Il est replanté, il y a des zones de stationnement qui sont préservées et on a préconisé un profil asymétrique pour avoir une large promenade piétonne d'un côté. Quelques images de référence. L'idée, c'est de travailler aussi sur des sols qui sont relativement lisses et clairs, lumineux. Et puis, donc, ce contournement, il traverse un certain nombre d'espaces publics qui, parfois, aujourd'hui, sont juste des carrefours, parfois sont des vraies places qualifiées, et sur lesquelles on a préconisé une ambiance végétale avec des éléments un peu très présent au niveau de la végétation, un travail possible sur la couleur, et puis sur certaines places comme la place Saint-Michel avec l'église ici, qui est une place très structurée, très composée, des aménagements plus légers avec des sols stabilisés. Le plan guide aussi visait à définir des niveaux d'intervention, c'est-à-dire dire peut-être qu'aujourd'hui ici vous mettez beaucoup de moyens, beaucoup de gestion, alors qu'en fait on pourrait être sur quelque chose de plus léger. Par contre, il y a des endroits qui sont un peu sous-estimés, sur lesquels il faut mettre plus de moyens. Et puis pour finir, le plateau piéton. Donc ce plateau piéton, il se trouve entre deux parcs. Le parc des promenades qui est vraiment l'articulation avec la vallée. Et puis le parc de la préfecture qui aujourd'hui est un parc privé, qui est le parc du préfet. Et donc une des préconisations du plan guide, c'est l'ouverture de ce parc au public. Donc ça c'est une décision politique qui dépasse un peu notre capacité d'intervention. Mais en tout cas c'est la première fois, c'est une idée qui a beaucoup mobilisé les habitants à chaque fois qu'il y a eu de la concertation. Et il y a même une association qui s'est créée pour défendre cette idée-là. Et donc là c'est la première fois que cette idée est inscrite dans un document un peu officiel qui, je l'espère, fera son chemin. Donc on a identifié un peu les différents espaces publics. À Saint-Brieuc, il y a des espaces publics majeurs et beaucoup d'espaces, de petits espaces servants, qui sont des espaces un peu intermédiaires, pas très qualifiés, et donc sur lesquels l'intervention doit aussi porter. On a proposé 3 séquences. Donc là, on voit bien cet enchaînement d'espaces publics
qui doivent à la fois avoir chacun leur identité et être très complémentaires dans les usages qu'ils proposent, et en même temps être conçus dans une globalité, puisqu'ils sont complètement en lien les uns par rapport aux autres. Et donc on a 3 séquences qui vont correspondre aux 3 sites prioritaires. La séquence ici, bon, c'est peut-être un peu abstrait quand on connaît pas. Ici, on a la rue piétonne existante, et ici la place principale, qui est la place de la Résistance. Je ne sais pas si c'est très lisible à cette échelle. C'est un document qui a plutôt vocation à être imprimé en grand, mais c'est le document qui synthétise les différentes interventions sur le périmètre du centre-ville. Donc on voit bien l'enjeu de relier, d'avoir un centre-ville qui est compris entre ces 2 parcs sur l'axe est-ouest, et puis qui fait le lien entre la gare et le port sur l'axe nord-sud. Et ensuite, pour finir, je vais présenter les projets prioritaires très rapidement. La place de la Grille, c'est cette place qui est marquée par ces platanes remarquables. C'est une place qui a successivement dans l'histoire été construite, puis démolie, puis reconstruite. Donc elle a une géométrie un peu étrange, pas forcément toujours très lisible. Il y a des façades régulières de ce côté-ci, mais pas du tout de ce côté-ci. Pour chacun de ces projets pilotes, on a fait ce principe de diagnostic et orientation d'aménagement sous forme d'un schéma. Et on a toujours le même code couleur. En bleu, c'est l'espace de la voiture. En jaune, c'est l'espace piéton. Et en orange, c'est l'espace piéton, mais où la voiture peut passer, mais sans être prioritaire. Donc on voit qu'aujourd'hui, on a un îlot central sur la place qui est assez déconnecté des façades, une place importante dédiée à la voiture. Les points rouges correspondent à tous les pincements de trottoir qui nuisent à la qualité du parcours piéton. Les lignes rouges correspondent aux parcours piétons principaux. Donc je passe rapidement. Là, on est sur l'enjeu principal, c'est de raccrocher le terre-plein central aux façades pour mettre en valeur les façades commerçantes, proposer de développer des terrasses et avoir une place qui a une ambiance végétale, une place jardin, parce que elle est reliée à cette rue au nord qui descend jusqu'au port, qui rentre dans la vallée et qui descend jusqu'au port. Et donc c'est vraiment une porte d'entrée dans la vallée. Quelques références. On avait préconisé aussi sur cette place un travail sur l'eau, puisqu'on est sur un centre-ville qui est en cuvette. Et cette place, c'est le point bas du centre-ville. Donc c'est vraiment une place qui a un rôle d'entonnoir sur toutes les eaux du centre-ville, avant d'être rejetée dans la vallée. Et puis la valorisation des pieds d'arbres. La place du Général de Gaulle, c'est la place officielle, institutionnelle de la ville, avec la cathédrale, la mairie et la préfecture qui donnent sur cette place, donc qui est aujourd'hui dédiée intégralement à du stationnement. Donc vous avez la cathédrale ici, la mairie ici, et puis la préfecture en retrait ici avec un jardin. Et on a proposé que le jardin de la préfecture soit réaménagé en parallèle de la place pour qu'il y ait une continuité visuelle, même si c'est pour des questions de sécurité, il y a une clôture qui reste. De valoriser le contraste en fait entre cette ambiance jardinée et puis une place très officielle avec un travail d'éclairage au sol et un bassin devant la mairie pour valoriser le côté parvis. Quelques images de référence. On a l'idée d'un tapis lumineux. Et ensuite le secteur piéton qui est axé autour d'une rue principale qui est la rue Saint-Guillaume. C'est un secteur déjà piéton. Le but c'est de le rénover. Aujourd'hui on a un patchwork de sol et un sol qui est assez bosselé, qui est un aménagement qui a beaucoup vieilli. Et nos préconisations portent sur un travail de simplification avec un sol lisse pour que les gens puissent marcher librement sans se prendre les pieds toutes les 2 minutes dans un pavé et mettre en valeur les façades commerçantes et puis faire un travail aussi d'éclairage suspendu pour avoir un plafond lumineux, mettre en valeur le volume de la rue et renouveler un peu l'attractivité nocturne aussi de ce secteur.
Donc quelques références voilà, sur les types d'éclairage. C'est aussi un secteur sur lequel on a fait une préconisation qui est l'interdiction du mobilier en pot, qui était un des aménagements qui avait été fait récemment. Il y avait pas mal de plantes en pot dans les rues piétonnes. Et donc notre travail, ça vise plutôt à dire on amplifie les contrastes. Au lieu d'essayer de mettre de la végétation un peu partout, on amplifie les contrastes. On est sur un centre-ville médiéval, minéral, et puis il y a des espaces de végétation où on est vraiment en pleine nature, mais on cherche surtout à valoriser ces contrastes. Et un travail assez soigné sur une grille de récupération d'eau qui pourrait être un travail aussi artistique, qui raconte l'histoire de Saint-Brieuc ou des évocations poétiques ou des évocations de la mer. Donc ça, c'est un travail qui pourrait être fait, en tout cas qui est suggéré au maître d'œuvre. Et pour finir, la place de la Résistance. Donc là, vous voyez l'hôtel de la Poste, qui est ici, au centre de la place, et le théâtre qui est une scène nationale, donc qui est une place aussi qui a des bâtiments assez emblématiques et qui est la place qui a la géométrie la plus généreuse et la plus intéressante, qui est vraiment la place du marché. Donc ici, on garde un passage pour la voiture et une poche de stationnement pour l'usage de la Poste à l'arrière de la Poste. On dégage l'ensemble du parvis centrale, on requalifie les accès aux bâtiments du théâtre et de la Poste, et puis on complète les structures d'arbres d'alignement qui préexistent ici. On les complète pour pour aboutir la géométrie. Et le but, c'est vraiment de conforter l'activité du marché sur cette place. Donc voilà quelques images de référence. Et enfin, donc la carte de référence du plan guide, à l'échelle du centre-ville, on a synthétisé l'ensemble des préconisations qu'on a fait. Là, vous avez la carte de référence dans la version état des lieux, toujours avec le même code couleur, bleu pour la voiture, jaune pour le piéton. Tout ce qui est en couleur, c'est l'espace public. Tout ce qui est en noir et blanc filaire, c'est l'espace privé. Et donc, dans la version projet, on voit que le jaune, donc les périmètres piétons, prend de l'ampleur, vient relier les deux parcs et que la voiture donc peut toujours passer, mais est plutôt mise en périphérie, en contournement. Et ici, on voit en mauve le passage d'un bus qui est en train d'être réalisé, qui est un bus à haut niveau de service, donc qui était un projet de la ville pour relier est et ouest. Et donc qui dessert ici le centre-ville. Voilà, j'ai fini, si vous avez des questions. Une question sur la voiture. Une question un peu bateau, mais tout ce bleu qui est devenu du jaune, comment vous envisagez le stationnement et l'accès au centre-ville ? Alors, Saint-Brieuc, c'est une ville qui a la particularité d'avoir une suroffre en stationnement actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de parkings en centre-ville et il y en a une grande partie qui n'est pas utilisée parce que les gens ont plutôt le réflexe de venir se garer devant la boutique où ils veulent aller ou devant chez eux. Et donc le but, c'est à la fois d'avoir une offre complémentaire. Ici, on a une parcelle qui est une grande place, qui est un parking en ce moment, mais qui est plutôt une dent creuse dans cet îlot. Donc là, il y a un projet de parking en ouvrage qui va venir conforter un peu, compenser la piétonisation des places. Après, on est à une échelle quand même de déplacement où on est vraiment à 3 minutes à pied de tous les parkings, donc notamment de celui-ci, mais il y en a aussi 2 dans cet îlot. En fait, il y a une suroffre. Il y a une suroffre, mais c'est une suroffre qui n'est pas ressentie. Évidemment, dès que vous dites à la population on va supprimer 3 places de parking, ils sont prêts à s'immoler en place publique, donc c'est un peu compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur un changement de culture et de représentation qu'on peut avoir de la ville, mais telle que la ville est aujourd'hui, si vous garez votre voiture un peu en périphérie, la périphérie, Iris l'a expliqué, c'est 6 minutes à pied, hein, c'est pas... compte tenu que la ville est pas tellement agréable, c'est 6 minutes qui peuvent être assez laborieuses. En réalité, à partir du moment où la ville sera requalifiée, eh bien, ce qu'on se dit, c'est qu'en réalité, puisque la ville sera agréable,
une ville plaisir, les 6 minutes mentalement se transformeront en 3 minutes, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu de cet ordre-là. Et que mettre sa voiture à un endroit, mais de toute façon, ça ne sera qu'un compromis. Il ne s'agit pas de dire on vide la ville des voitures, on sait que ça marche pas. En plus, on est un territoire assez rural. Donc voilà, ça marcherait pas, les gens seraient bons. Mais l'idée, c'est quand même au centre faire que la voiture soit un accessoire, mais que les piétons deviennent prioritaires. Les piétons, les vélos et les voitures s'adaptent sur les voies oranges dont parlait Iris au rythme des piétons, quoi. Moi, j'ai une question sur la prise en compte des concepts de développement durable et d'écologie urbaine dans votre projet d'aménagement d'espace public. Alors, j'ai pas entendu le début de votre présentation, je m'en excuse, peut-être que vous y avez déjà répondu. Mais au-delà de l'intégration de la végétalisation dans l'espace public, est-ce que les autres éléments du développement durable, vous les avez appréhendés ou c'était pas du tout ni l'objectif ni la volonté? Je pense par exemple aux questions de ressources énergétiques par rapport à l'éclairage public. Je pense à la question de la chaleur, les îlots de chaleur urbains ou de fraîcheur urbaine, c'est un vrai sujet en tout cas sur Bordeaux Métropole. La prise en compte de la lutte contre les nuisances sonores, donc la prise en compte du bruit. Est-ce que, parce que c'est une vraie question que l'on se pose à Bordeaux Métropole, c'est est-ce que, à l'occasion d'un besoin particulier de réaménagement d'un espace public, c'est pas l'occasion du coup d'améliorer d'autres aspects et notamment d'en profiter pour effectivement traiter la question du bruit, traiter la question de la qualité de l'air, traiter la question de la consommation énergétique dans une démarche un peu intégrée. Est-ce que ça a été pris en compte ou pas ou accessoirement? Alors, ça a été pris en compte. La question est vaste que vous posez. Donc, ça serait un peu prétentieux de dire qu'on traite toutes ces questions-là. Il y a la volonté de les traiter d'une façon générale. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend une décision, notre décision passe au filtre et interroge les questions que vous évoquez. Ça ne veut pas dire qu'on les résout, on les résolve toutes, pardon. C'est une ville qui est engagée de par sa nature et de son territoire. Vous avez vu, ville de nature, on a une forêt qui rentre dans la ville, même si elle était un peu occultée, elle est présente. Et donc il y a un atlas de la biodiversité. Donc ça veut dire que les gens les habitants sont sensibilisés à ces questions-là. Il y a une faune assez extraordinaire qu'on est en train de faire apparaître dans la ville. On a des partenariats assez importants avec la LEC. Je ne sais pas si elle est présente dans le territoire à Bordeaux, par exemple, si vous travaillez avec la LEC, l'Agence locale de l'énergie et de l'EC maintenant, je sais plus ce que ça veut dire. Ah bon. Par exemple, si vous voulez, à chaque fois qu'un pétitionnaire présente un projet, on lui propose un rendez-vous avec le CAUE et avec l'ALEC. C'est-à-dire que on ne met pas de côté les questions énergétiques. L'idée, c'est pas tellement que lui s'en saisisse, mais c'est de développer une culture autour de cette question-là. Bon. Et en permanence y revenir à chaque fois qu'on traite d'un sujet. La question de l'eau dont parlait Iris, c'est aussi en même temps travailler sur, on va dire, un élément naturel et l'intégrer. On a aussi une déchetterie qui est très en pointe sur Saint-Brieuc et on est en train de réfléchir à des modes, à des sources d'énergie qui pourraient venir alimenter la ville en périphérie autour d'une boucle énergétique. C'est des réflexions qui sont transversales et qui viennent un peu percuter. Voilà, bon. C'est au point par point. C'est un élément du schéma stratégique. C'est pas à part. On a voulu, plutôt que d'en faire un élément en se disant à un moment donné on va réfléchir au développement durable, on préfère à chaque fois qu'on traite d'un sujet l'intégrer systématiquement dans les discussions. Mais on a du boulot. Un des éléments, un des thèmes de notre diagnostic, c'était le climat. Et dans ce cadre-là, on avait fait une étude d'ensoleillement sur les espaces publics du centre-ville. Et alors ça, nous, on l'avait raccroché beaucoup à la question de l'usage, pour voir où est-ce que les gens ont envie de s'installer. Mais pour moi, ça rejoint des questions d'environnement. Où est-ce des cafés vont être plus favorables pour installer des terrasses, etc. Où est-ce qu'on a des courants d'air et voilà. Donc ça, c'est un diagnostic qu'on a fait aussi sur le terrain.
On a le calendrier, le premier déclenchement en maîtrise d'œuvre, c'est prévu en 2019. Je ne sais pas si vous avez vu, une plaque qui s'appelle la place de la Grille. C'est une des places majeures, puisqu'on a déconstruit. Il y avait des vieilles halles qui n'étaient pas vieilles. Elles faisaient 30 ans, mais elles étaient moches. On les a déconstruites il y a 2 ans. Et donc, on lance le plan guide. Un des premiers actes du plan guide est prévu en 2019. On a la chance, en même temps c'est pas une chance mais aujourd'hui c'en est une. On vient d'être élu dans le cadre du programme Cœur de Ville. Plan gouvernemental, etc. Alors pourquoi c'est pas une chance? Parce que si on a été désigné, ça veut dire qu'on était une ville qui subissait un certain nombre de préjudices, mais en même temps ça devient une véritable opportunité puisqu'évidemment on est éligible. Et ça va certainement nous permettre de déclencher et d'accélérer le calendrier de mise en œuvre du plan guide. Donc on a déjà décliné 3 phases de projet. Qui en gros les repères, c'est les places, c'est ça, c'est place de la Grille, place du Général de Gaulle. En même temps, si on vide les voitures des places, ça veut dire que il faut compenser, il faut certainement créer un parking. Donc ça c'est prévu dans, on va dire 2020, annoncé en 2020, mise en œuvre sur le prochain mandat, avec une médiathèque en gros, etc. Oui, des espaces qui sont sur des domaines privés. Alors on travaille, au niveau de l'habitat par exemple, on travaille sur 2 champs. On a un certain nombre de fonciers qu'on est en train de libérer pour de l'habitat neuf, accession à la propriété de jeunes ménages, etc. Et puis à l'intérieur, sur des programmes OPA, RU, etc. On est en train de rénover. Il y a 400 logements qui sont en cours de rénovation. On a un programme de 600 logements à horizon, on va dire 2-3 ans, qui sont d'accompagnement de privés. Pour renvoyer à la question de Madame tout à l'heure, c'est toutes les questions aussi de traitement de l'énergie dans l'habitat. On accompagne aussi pas mal les copropriétés. On travaille aussi on essaie de diminuer le coût du foncier, ce qui est un vrai challenge, parce que on a un coût de foncier pas en sortie, mais au départ, qui est autour de 25 €. Ce qui plombe un peu. Alors, j'imagine qu'à Bordeaux, j'ai pas idée combien il est, mais je parle au départ. Hein. Bon, donc en sortie de foncier, on est plutôt autour oui, ça peut faire rire quand je dis ça, mais ceci dit, c'est un peu plombant quand même. On est autour de 130, 140 €. Et donc on travaille sur une diminution du foncier. C'est des injonctions un peu paradoxales actuellement parce que quand vous dites ça, le directeur financier de la mairie vous dit mais t'es en train de brader notre patrimoine. Mais on lui dit oui, mais en même temps sur du long terme c'est rentable. Donc l'idée c'est de ramener le coût du foncier autour de 15 € de manière à ce qu'on ait une sortie qui soit plus acceptable et que l'incidence du coût soit plutôt sur la qualité du logement et même sur des questions énergétiques telles qu'on vient les évoquer.